Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier et Adrien Picou. Bienvenue dans la 123e émission de Et si on parlait de sport? Ici, le sport, c'est bien plus qu'un jeu, c'est une aventure humaine faite de défis, d'émotions et de passions partagées. Chaque semaine, on vous emmène là où ça se passe, sur les terrains, dans les salles ou plus près de celles et ceux qui font battre le cœur du sport. Avec nous, ça bouge, ça respire, ça raconte et surtout, ça inspire. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenêtre, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet et Dialogue Sport, des partenaires fidèles qui, comme nous, croient en la force du collectif. Merci aussi à notre Dream Team de l'association Et si on parlait de sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs et consultants, toujours prêts à vivre et à faire vivre le sport autrement. Alors préparez-vous, le coup d'envoi est donné. Ensemble, Et si on parlait de sport? Et dans le sommaire, avec en première mi-temps, on prend la direction de la patinoire Jacques Reynaud à Blagnac pour parler d'un sport de glisse, de vitesse et de passion, le hockey sur glace. Nous recevons aujourd'hui le Toulouse-Blagnac Hockey Club, les célèbres Belugas qui évoluent en Division 2 nationale, avec leur président Michel Guillou et leur vice-président Gérard Barthes et une joueuse Myriam Amar-Wali. Avec eux, nous reviendrons sur le parcours, ça passe sur leur passion pour le hockey, la vie du club toulousain, le bilan de cette dernière saison, l'arrivée d'un nouvel entraîneur et bien sûr les ambitions affichées pour cette nouvelle année sportive. Nous parlerons aussi du développement du hockey en Occitanie, du rôle des jeunes et des femmes dans la discipline et de tout ce qui fait vibrer la communauté des Belugas. Alors installez-vous confortablement, ajustez votre casque, on enfile les patins. C'est parti pour une plongée au cœur du hockey sur glace avec le Toulouse-Blagnac Hockey Club, les Belugas. En deuxième mi-temps, cap sur un univers où le sport rencontre l'image, la mémoire et l'émotion. Nous partirons à la rencontre de Marie Lopez Vivanco, photographe, réalisatrice et autrice du livre Championne, les Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques. À travers son objectif et ses mots, elle met en lumière celles qui ont marqué l'histoire des Jeux, des pionnières de 1912 aux championnes d'aujourd'hui. Un portrait inspirant d'une femme engagée qui fait de la photo un véritable outil de reconnaissance et de transmission. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec Michel Guillou, Gérard Barthes et Myriam Amar-Wali. Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport? Aujourd'hui, on enfile les patins, direction la patinoire Jacques Reynaud à Blagnac pour découvrir un club qui rayonne dans notre région sur la glace, le Toulouse-Blagnac Hockey Club, le célèbre Beluga. Avec nous, leur président Michel Guillou et leur vice-président Gérard Barthes. Et en même temps, on vient de récupérer une joueuse qui s'appelle Myriam Amar-Wali. Je me suis pas trompé, Myriam? Non, c'est parfait. Bienvenue parmi nous, on est très content de t'accueillir. On va un peu parler de hockey et en même temps, la chance de parler avec une jeune femme qui va nous raconter sa passion aussi pour le hockey sur glace. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, on va d'abord vous demander un peu de vous présenter. Michel, Gérard et Myriam, quelques mots, qui vous êtes et pour nos auditeurs, savoir qui est à l'antenne avec nous. Est-ce que, en quelques mots, votre parcours? Michel, on commence par le président. Président depuis 2020 du Toulouse-Blagnac Hockey Club, alias les Belugas. Tu vas nous raconter ça. Après, Gérard, quelques mots aussi. Oui. Oui, dans le hockey depuis bientôt 50 ans, vice-président du club et vice-président de la Ligue. Un tout jeune, quoi. Ah oui, tu étais président de Ligue aussi. Oui, ouais, accessoirement. Accessoirement, je sais que c'est... Voilà. Et Myriam, alors? Moi, jeune joueuse, ça fait 14 ans que je suis là. Je fais du hockey. Et voilà. 14 ans de hockey quand même? Ouais. Ah bah ça, c'est une belle histoire, tu as plein de choses à nous raconter. On va continuer cette petite interview avec Adrien. D'où vient cette passion pour tous les trois du hockey? Comment c'est venu? Par hasard. Donc c'est mon grand qu'on a amené à la patinoire une première fois. On habitait pas loin de la patinoire de la Fraternité. On l'a amené, on a découvert ce sport. Toute la famille y est passée. J'y suis resté. T'es joueur aussi alors? Du tout. Ah non, par contre, j'y suis resté.
D'abord, je me suis impliqué. Le hockey sur glace, c'est beaucoup de déplacements, beaucoup d'organisation. Donc un vrai bénévole. 100% bénévole. Extraordinaire. Papa est bénévole. Écoutez bien, c'est important d'avoir ces messages-là. Ça arrive pas souvent. Gérard, cette Pareil. passion, elle vient d'où? Au début, c'était pas une passion. Hein. Au début, c'est un peu comme Michel, c'est mon fils aîné qui m'a fait découvrir le hockey sur glace. Et 2 ans après qu'il ait commencé à faire du hockey, le président de l'époque est parti un jour sur une AG, il a claqué la porte. Et les parents m'ont dit, allez Gérard, toi tu connais un petit peu, prends la relève comme ça juste pour rire et juste pour voir. Et puis voilà, ça fait 48 ans. Et toi Myriam? Et moi, j'en ai vu à la télé, je me suis dit que c'était plutôt intéressant comme sport. J'ai voulu essayer et pareil, je suis restée. Hein. En gros, t'aimes bien la baston, quoi. Ouais, c'est ça. Question plutôt aux dirigeants qu'on a là. Qu'est-ce qui vous a donné envie, alors là c'est vraiment une question qui m'interpelle, de devenir, je dis bien, dirigeant d'un club de hockey sur glace? Donc pour moi, j'ai démarré donc par le bas, juste l'organisation, et on s'aperçoit qu'on a une communauté qui est attachante. Donc on y consacre du temps pour faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Et donc, président, ça arrive bien d'un seul coup. D'abord, dirigeant, effectivement, donc au conseil d'administration, encadrer le plus d'activités, la formation, les tournois, un certain nombre d'organisations dans le club. Le précédent a démissionné, donc il fallait trouver un président. Gérard avait déjà donné. Donc, c'était une suite logique, plus qu'un objectif ultime, quoi. Le hockey, mais pourquoi le hockey finalement? C'est ça la question, ça aurait pu être le football. Probablement, mais je ne sais pas si j'aurais été autant attaché, parce que le football, mes enfants ont fait du foot aussi, donc j'aime bien le foot personnellement, j'ai joué au foot personnellement, donc, mais le hockey c'est addictif, je pense. Donc j'imagine que toi, Pareil. Gérard. J'ai un peu les mêmes motivations que Michel. C'est vrai que pourquoi le hockey? Effectivement, je crois que si mes fils avaient fait autre chose que du hockey, peut-être que j'aurais été dirigeant de foot ou de rugby. C'est attachant le hockey. C'est un peu marginal, c'est un petit peu spécial. Le fait de patiner déjà sur de la glace, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est comme ça que je suis resté dans le hockey. Ouais, puis quand il tombe, il se relève au hockey, c'est ça. Ça arrive, oui, souvent. Il se roule pas par terre. Pour nos auditeurs qui connaissent pas tout à fait le club, enfin bien évidemment sur l'Occitanie il est connu, mais c'est toujours intéressant de raconter un peu cette histoire de Toulouse Hockey Club et ce fameux beluga. Moi ça m'interpelle, je vous l'ai demandé hors antenne tout à l'heure. Pourquoi il y a des noms d'animaux dans tous ces clubs de hockey? Ça m'amuse. On dirait des totems. Vous n'êtes pas des Indiens pourtant. Il y a un côté nord-américain, hein, donc d'avoir souvent des animaux, une représentation qui est visuelle. Enfin, pour Anglette, c'est Ormadi veut dire glaçon. C'est pas toujours un nom d'animal, hein, donc, mais c'est un cri de ralliement, c'est quelque chose de distinctif et on s'y attache. Donc nous, c'est pas un animal où l'animal est en métal. À l'origine, c'est un bref partenariat avec Airbus à l'époque sur la construction du beluga d'origine. La 300-600. Ah oui, il y a une vraie histoire quand même derrière. Et donc ça nous a amené à nous appeler les belugas. Et pour l'anecdote, en 2018, j'ai amené les jeunes moins de 15 ans à l'époque à Chicoutimi au Canada. Et on a rencontré les belugas de Chicoutimi. Mais eux, c'était l'animal. Donc ils ont eu un grand étonnement. Ils nous ont demandé pourquoi on avait un beluga sur le maillot, quoi. Quelques mots sur le club justement. Gérard, peut-être Alors, c'est au niveau régional, on est un des plus grands clubs, puisqu'on dépasse les 400 licenciés. Ça a été un petit peu long à venir, mais maintenant on est bien. On est représenté à peu près dans toutes les catégories d'âge en championnat. On a depuis l'année dernière une équipe féminine, on a une D3, on a une trophée fédérale, on a des équipes loisirs, on a une deuxième division nationale. Les plus jeunes, à quel âge vous les prenez les À partir de 4 ans. 4 ans. À 4 partir ans de sur la 4 glace. ans sur la glace. Waouh. C'est long à apprendre le hockey. Il faut d'abord apprendre à bien patiner et après, on leur donne une crosse. Parce que si tu leur donnes la crosse trop tôt, ils s'en servent comme d'une canne et c'est pas bon. Il y a effectivement, donc, vous entraînez à plusieurs patinoires, d'après ce que tu m'avais dit. Sur Blagnac et sur Jany. 400 licenciés et une équipe première. Et une équipe première en deuxième division. Oui, Alors c'est une division nationale, c'est ça? oui, ou... deuxième division nationale. Parlons un peu maintenant de l'équipe première. Comment jugez-vous la saison qui s'est passée? Quels ont été les points forts? Quelles ont été les difficultés de vos joueurs? Donc on s'était donné l'objectif d'avancer dans les playoffs. Donc c'est un championnat avec une saison régulière et des playoffs. On s'est arrêté en quart de finale. On espérait aller en demi-finale par rapport à une équipe jeune, enfin mixte avec des joueurs qui ont arrêté et beaucoup de jeunes, donc pour qu'ils gagnent en expérience. Donc l'objectif est quasiment atteint pour l'équipe première. On a eu une très belle période. On était premier de la poule pendant une bonne partie de la saison.
Donc ça veut dire que l'équipe a réussi à assumer une position de leader. Et ça, c'était important pour sa progression, quoi. Donc là, on tire parti vraiment de cette expérience. Donc on a le résultat final est un peu juste par rapport à ce qu'on espérait, mais c'est un bel apprentissage, quoi. On en a parlé un peu avant l'émission, mais un nouveau chapitre s'ouvre. Vous avez maintenant un nouvel entraîneur. Et qu'est-ce que vous pouvez le présenter en quelques mots et dire quelles étaient ses motivations à entraîner les Belugas? Bien sûr, juste avant, enfin, on salue Eddy Martin, là, qui était l'entraîneur jusqu'à la saison passée. Donc il a été capitaine des Belugas, il a beaucoup donné pour le club. Et donc il souhaitait arrêter. Donc, et on en a discuté en toute fin de saison. On s'est donné le temps de réfléchir ensemble et il souhaitait arrêter d'entraîner. Donc ça nous a amené à nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on voulait. Donc on veut progresser, monter d'une division, ce qui fait qu'il fallait rechercher de l'expérience. On a beaucoup de jeunes joueurs, donc il faut aussi être capable de les encadrer. Et ça, donc on a pris le chemin du recrutement. Dans le monde du hockey sur glace, Toulouse est une grande ville, Toulouse-Blagnac pour le club. Donc on a eu beaucoup de candidats, mais on était assez exigeants. Et donc on a rencontré Claude Devez, et il nous a beaucoup plu par son expérience. Donc humainement parlant, il n'y a rien à dire. Il est vraiment... il est posé, il a vécu beaucoup de choses, donc il n'a pas besoin d'avoir un résultat immédiat, mais c'est un homme de projet. Donc il a réussi à 3 reprises à obtenir un titre avec les équipes qu'il a pu encadrer. Et ce qui nous a plu aussi, c'est qu'il a cherché à comprendre comment on fonctionnait, là on en était aujourd'hui, pour trouver un sens à notre projet, quoi, de développement. Donc c'est parti avec lui et on est dans l'actualité, hein, puisque le premier match de la saison c'était hier. Est-ce qu'on peut en parler quand même? C'était face aux Lynx. Et les Lynx, ils sont d'où? Valence. Voilà. Il faut chercher. Hein. Et comment s'est passée donc cette première rencontre? Allez-y, même si dites-nous. Globalement, elle s'est bien passée. Bon, pour le public, c'était top parce que à la fin du premier tiers, donc on était à égalité, un partout. On a eu un coup de mou, je dirais, au deuxième tiers-temps. Ça arrive souvent avec les Belugas. Donc on était mené 3-1 à la fin du deuxième. Et puis on est revenu à 3-3 dans le troisième parce qu'ils ont attaqué un petit peu plus sévèrement le troisième tiers. Et malheureusement, on a pris un contre à 9 secondes de la fin. Sinon, on aurait pu peut-être jouer les prolongations. Bon, c'est le premier match de la saison. Voilà, à domicile. Hein. On avait déjà fait un match à Montpellier. Et alors la suite, c'est quoi là prochainement? Alors le 22 octobre, le week-end prochain, ils jouent à Dijon. À Dijon. Puis le 22, on reçoit Anglet en Coupe de France. Là, ça va être un petit peu chaud parce qu'Anglet, c'est une équipe pro, c'est une équipe de Magnus. Et le 25... Anglet 2. Donc... Anglet 2, qui est l'équipe de D2 d'Anglet. Ah ouais. Ici à domicile à Blagnac. D'accord, vous allez faire le plein de toute façon. On espère bien. Alors justement, quelles sont les ambitions? Puisqu'on en avait parlé, on s'est vu il y a quelques temps, pour cette saison. Parce que nouvel entraîneur, une équipe ambitieuse quand même. Donc on s'est observé, on a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Donc dans le choix de l'entraîneur, mais le choix aussi de nos joueurs étrangers, salariés. On a pris des joueurs plutôt expérimentés pour les encadrer. Oui, parce que c'est une équipe avec des professionnels dedans. C'est ça. Ils sont tous professionnels ou non? Non, une petite partie qui est professionnelle. D'accord. Donc après, il y a des indemnités de performance pour les autres, mais on n'a que quelques joueurs professionnels en division 2. Donc, et on a recherché, en fait, l'objectif de la saison, c'est que cette équipe progresse, qu'on aille le plus loin possible pour que les jeunes aient un niveau qui leur permette, lorsqu'on montera dans la division supérieure, de faire partie de l'effectif le plus possible. Donc pour nous, il y a un vrai challenge. Donc si on discute avec les joueurs, ils ont l'objectif de monter dès cette saison. Donc il n'y a aucune ambiguïté pour eux et on les soutient bien sûr. Mais nous, on essaie, en construisant durablement, notre objectif, c'est qu'avant tout, l'équipe, lorsqu'elle montera, puisse y rester en division 1 et faire de bons résultats, quoi. On vous souhaite une très belle saison pour cette saison du coup. Maintenant venons pour les supporters, pour les gens qui viennent voir le hockey au sein même de la patinoire des Belugas. Comment ils peuvent y aller? Quel est le rythme de match qu'ils pourraient voir? Et combien de matchs par semaine avez-vous en pro comme en amateur dans votre club?
Alors, on joue le week-end. En division 2, on joue le week-end, parce que comme c'est semi-professionnel, c'est le jeu le week-end. Donc, on joue tous les week-ends de fin septembre à fin avril, c'est la saison officielle. La saison régulière, c'est jusqu'à fin février. Et après, on rentre dans la phase des playoffs. Okay. Donc, la phase des playoffs, si on fait qu'un seul tour, et ben en 2 week-ends, on a terminé, quoi. Lorsqu'on va jusqu'en finale, on va jusqu'à fin avril. Après, c'est la période, traditionnellement dans les clubs, à partir de fin avril, début mai, c'est les tournois de jeunes. Donc, c'est là où il y a une autre activité, un autre cycle. Quels sont les grands rendez-vous de la saison à ne pas manquer pour les Belugas ? Il y avait tous les matchs de championnat. Tous les matchs de championnat à domicile, donc une semaine sur 2 à domicile. Donc, donc on accueille pas mal de public, on est très content parce que c'est un joli spectacle. Donc une semaine sur 2 pour l'équipe des deux. On accueille aussi du public pour nos féminines et pour notre deuxième équipe qui, elle, joue spécifiquement à Toulouse, donc sur l'autre patinoire. Vous n'avez pas de grand tournoi de prévu d'organiser autre que le championnat, il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre... En toute fin de saison. Il n'y a pas un grand prix En toute fin de saison au mois de mai. On commence à avoir pas mal de succès sur nos tournois, donc tournois de jeunes en particulier, avec des équipes étrangères qui y participent. Donc c'est en entrée libre en général, c'est vraiment très très intéressant à regarder. Et les familles peuvent découvrir et découvrent, on s'aperçoit, le hockey grâce à ces événements, quoi. On va un petit peu élargir le volume toulousain parce que je vais jouer sur votre deuxième casquette, puisque j'ai le droit d'avoir Dupont et Dupont, le vice-président de la Ligue et le président de la Ligue. Quelques mots sur le développement du hockey en Occitanie, une région, bien sûr, c'est une région, on dit tous, c'est l'Ovalie ici, c'est plutôt le ballon, et ballon ovale, mais le Petit Palais, on en parle un petit peu moins. Comment ça se passe pour avoir une place dans ce type de région? Parce qu'on n'est pas forcément, on n'est pas le Canada. Comment vous vivez ça et quels sont un petit peu les grands clubs aussi à nous présenter sur l'Occitanie? Comment ça se passe? Donc notre alter ego, c'est Montpellier, donc sans trop de surprises. Regarde dans le rugby, si on reste en Occitanie, c'est pareil. Donc et on a d'autres. Donc on est limité par les patinoires, l'infrastructure évidemment. Ouais, je crois que c'est l'un des problèmes. Vous en parlez la dernière fois déjà, oui. Donc nous avons une autre patinoire, la plus proche de nous, c'est Castres. Du côté de Montpellier, il y a Nîmes, Narbonne, et une patinoire là-haut à Font-Romeu, et Cauterets pour la dernière patinoire de la région. Il y a des projets justement d'infrastructure, Gérard? On travaille un petit peu dessus avec Michel. Oui, on aimerait bien que sur la métropole toulousaine, il y ait une grande patinoire qui nous permette d'accueillir un peu plus de 1500 personnes, parce qu'on est bridé à 1500 sur Blagnac et qu'aujourd'hui on joue à guichet fermé. Et donc, normalement, si tout va bien, au mois de novembre, on espère avoir un rendez-vous avec M. Moudin, qui est le président de la fédération. On viendrait discuter avec lui pour voir s'il serait envisageable de faire soit une grande patinoire, soit une aréna. Donc on va faire comme au rugby, on va vous aider, on va pousser en mêlée avec vous pour que ça marche. Il faut aussi que la fédération arrive à sortir des patinoires, je dirais, pour des villes de moyenne dimension, des petites métropoles de 200, 250 000 habitants, de façon à ce qu'on ait un peu plus de terrain sportif sur l'Occitanie, parce que c'est ce qui nous tue un petit peu au niveau du hockey, c'est les déplacements. Alors, je vais changer de sujet, mais c'est important parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, et les femmes dans tout ça. Myriam, c'est intéressant de t'avoir auprès de nous. Tu vas nous parler un peu de ce hockey féminin, comment toi tu le vis. Tu me dis 14 ans qu'elle est dans ce sport-là. Comment une jeune femme se lance comme ça dans le hockey? Qu'est-ce qui t'a attiré et qu'est-ce que tu trouves comme passion dans ce sport? Moi, ce qui m'a frappé, c'était surtout la vitesse de jeu. Parce que le hockey, ça reste quand même le sport d'équipe le plus rapide du monde. Du coup, moi, ça m'a plu. Après, je suis un peu brute, oui, comme vous l'avez dit. Donc, les coups... J'ai pas dit que t'étais brute, non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais du coup, oui, les coups, oui, ça me plaisait bien. Toi, t'aimes bien la vitesse. Dès ton plus jeune âge, t'étais à l'aise sur les patins, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc le sport en lui-même, autour de toi, tu arrives à fédérer d'autres filles. Comment c'est organisé chez vous à Blagnac? Nous, du coup, depuis l'année dernière, il y a une équipe. Il y a une équipe qui s'est montée, qui a récupéré l'équipe d'Occitanie. Ça se passe très bien. Le bilan de la saison, ça a donné quoi? L'année dernière, nous avons fait vice-championne de France. Ah, quand même. Pour une première année, c'est bien. Oui, c'était plutôt pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais. Mais il n'y a pas de professionnels chez vous? Absolument pas. Une équipe de hockey féminin. Alors c'est mélangé, c'est que des filles là. Voilà, le championnat où elle joue Myriam, c'est comme du championnat dont elle parle, c'est féminine élite A, ça ce sont des équipes purement féminines. Combien de filles donc dans une équipe hockey? C'est la même chose, les mêmes règles, tout est pareil? Oui, il y a une vingtaine de filles. Donc avec vous avez le même équipement que les garçons, tout pareil? Pareil. Oui. Les mêmes coups, ça tape pareil? Non. Ah,
Ah, je cherche les petites différences. Non, Vas-y, non, raconte-nous. Nous n'avons pas le droit aux charges. D'accord. On a le droit tout de même au serrage, à quelques petits coups, mais pas aussi violent que les garçons. Pas aussi violent que les garçons. C'est-à-dire que nous, on a le droit de taper plus les garçons. C'est un peu plus viril. Et l'égalité, c'est où alors? Ouais, par contre, comme elles peuvent jouer en mixité, quand elles sont dans une équipe garçon, Mix. elles peuvent tout à fait elles peuvent jouer avec les mêmes règles que les garçons. Les garçons aussi, ils peuvent. Alors, du coup, ils peuvent taper aussi. Oui, C'est, tout à fait. une fois qu'une fille a un casque dans une compétition mixte, Il vaut mieux pas être devant elle, quoi. C'est ça? il y en a qui laisseraient pas leur part. Hein. Donc, Qu'est-ce que tu as envie de dire comme témoignage aux jeunes femmes qui se posent la question, qui aiment bien la vitesse, comme tu dis, c'est un sport qui effectivement est magique, ça va vite. Quel message tu pourrais faire passer, toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour attirer peut-être d'autres femmes de venir aller sur la glace? Faut se lancer, faut essayer et après vous verrez, vous resterez. Mais t'as pas peur Enfin, on dit souvent la peur des coups, mais a priori pas plus que d'autres sports. Bon, on est assez bien protégés, donc ça va, Ouais, donc les coups sont amortis, quoi. on les ressent pas. Alors c'est quoi ton ambition pour cette année avec l'équipe, puisque tu as fait vice-championne de France, et c'est quoi les projets de l'équipe? Comment tu vois ça? On vise la médaille d'or cette année. Hein. La médaille d'or. Bon, on note et on vous reçoit là à la médaille dès que tu as récupéré cette médaille d'or avec grand plaisir. Et alors, dernier petit message justement que je voulais vous proposer à tous les trois, je viens de le proposer à Myriam. On a envie de faire grandir ce sport. Quel message on peut faire passer? Justement, encore une fois, le message toujours en direction des parents. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut faire attention à tout. Le moindre bobo est repéré, machin. Qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message pour rassurer, pour dire que le sport, c'est un sport qui est épanoui aussi et qui est plein de choses à découvrir. C'est quoi le message, Monsieur le Président? c'est un sport déjà où on apprend l'équilibre. C'est un sport d'équipe, donc on apprend à jouer en équipe. Il y a une dextérité, on a besoin d'apprendre à manipuler un engin. Et moi, je suis fasciné de voir les jeunes patiner dans une direction, avoir leurs bras qui manipulent dans une autre direction un palais, et puis leur regard qui va vers le collectif. Lorsqu'on arrive à faire tout ça ensemble, je pense qu'on a appris quelque chose. Les jeunes sont très bien protégés aujourd'hui. Quand on parle de choc, de contact, c'est pas de la MMA, hein, donc il y a beaucoup de règles pour que... Oui, je pense qu'on parlait de ça, mais c'est important que vous précisiez ça. Il y a des règles, on prend pas de ce que je me souviens, on lève pas, on doit pas lever la crosse à un certain niveau. Au-dessus des épaules, on tape pas sur la tête de l'adversaire. Parce qu'il y a des images qu'on voit à travers les films qui... Peut-être qu'il faut démocratiser ça, expliquer un peu ce qu'on peut faire et pas faire. Ce que les gens ont en tête, c'est les joueurs qui enlèvent leurs gants et qui passent 30 secondes à en découdre. Il y a une vraie différence de culture entre le hockey en Europe et le hockey en Amérique du Nord. Donc ça fait partie du spectacle en Amérique du Nord. La règle est la même partout, hein, mais c'est beaucoup plus sanctionné ou en tout cas vu négativement en Europe. Donc on a le droit, si on respecte toutes les règles et que les arbitres jugent qu'ils se mettent en danger à intervenir, il y a une trentaine de secondes où si les deux joueurs sont consentants, ils peuvent échanger quelques coups. Ils sont sanctionnés tous les deux. Donc le règlement est pareil partout. Mais c'est beaucoup moins toléré en Europe, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à intervenir, à séparer les protagonistes. Donc c'est assez surprenant, mais c'est un sport qui est tellement cardio. Vous imaginez quand même que les joueurs ne jouent qu'une minute et se remplacent les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils ont leur cardio qui est complètement dans le rouge. Et ce qu'ils disent, c'est quand on est à fond et qu'on se prend une crosse, etc., on a tendance à surréagir. Mais en réalité, il ne se passe rien d'autre que ça, quoi. Donc, il a un coup d'adrénaline d'un seul coup, ils sont en résistance à fond. En fait, ce qui est fabuleux dans ce sport, c'est que le match terminé, tous les joueurs, ils saluent tous à la fin. La plupart du temps, ils vont manger, ils vont boire ensemble à la fin. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Donc, ça veut dire que ça ne va pas au-delà de la glace. Donc, l'affrontement, il est sur la glace. Il y a des règles pour que ça se passe très, très bien. Et puis, c'est un sport pour les enfants, c'est magique, quoi. Un petit message pour les parents, Gérard? Je les encourage vivement à venir inscrire leurs enfants à faire du hockey. C'est un sport, effectivement, qui va leur apprendre beaucoup de choses. Ils peuvent venir vous voir, oui, ils peuvent venir nous voir le mercredi soir et le vendredi soir à 18h à la patinoire de Blagnac. C'est là qu'il y a l'école de hockey. Un dernier mot que tu veux adresser aux jeunes filles? Venez, on vous accueillera et on vous fera essayer. Merci en tout cas à tous les trois pour nous avoir partagé cette passion du hockey. Une belle aventure humaine qui anime le club toulousain. On l'a bien compris ici à Blagnac, le hockey c'est plus qu'un sport.
C'est une véritable famille, un esprit d'équipe, une énergie collective qui se ressent sur la glace comme en tribune. Entre formation jeune, montée en puissance de l'équipe première en Division 2 et arrivée d'un nouvel entraîneur, l'ouverture vers le hockey féminin, le club trace une voie ambitieuse et dynamique. En tout cas, si vous n'avez jamais assisté à un match des Belugas, c'est le moment de rendez-vous sur la patinoire de Jacques Reynaud de Blagnac pour vivre une expérience unique entre intensité, vitesse, convivialité. Merci à nos invités et bravo à tous et ceux qui font vivre le hockey sur glace en Occitanie. Merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec notre invitée, Marie Lopez Vivanco. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Lopez Vivanco, qui est réalisatrice, photographe et auteure engagée et qui a publié un livre intitulé Championne, les Françaises aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques aux éditions Ramsay en mai 2024. On est très heureux de recevoir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Alors Marie, pour commencer, pour nos auditeurs, ça serait bien que tu te présentes un petit peu en quelques mots. Qui est Marie Lopez Vivanco ? Je suis photographe de métier depuis plus de 17 ans. Je suis devenue aussi réalisatrice et journaliste reporter d'images. J'ai commencé dans la réalisation des documentaires en tant qu'assistante de réalisation et chef opérateur sur 2 séries documentaires pour Voyage TV et TV5 Monde sur la diplomatie et les voyages. Et par la suite, je me suis spécialisée dans les thématiques du sport et plus précisément du handicap et du sport féminin. Ce qui m'intéresserait, moi, de savoir, c'est d'où se vient cette passion sur la photo. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre un jour un appareil et en fait de raconter toutes ces histoires diverses. C'est pas que le sport, bien évidemment, puisque tu as un registre qui est très large. D'où vient cette passion, Marie ? Mon père est très artiste, il faisait de la photo. Il faisait différentes choses, de la peinture, etc. Mais il y avait de la photo et c'est une passion que j'ai partagée avec lui. Surtout, moi, j'étais quelqu'un de très, très timide. Et donc, ça me permettait... C'était très observatrice depuis toute petite. Donc, j'étais toujours en retrait, etc. Et c'est vrai que, naturellement, la photo m'a aidée à aller vers l'autre, à aussi figer le temps, etc. Ce temps qui passe et dont on n'a pas... le mode d'emploi. On peut pas arrêter, on peut pas faire une pause. Ouais. Voilà. Et donc, la photo permet effectivement de figer ces instants et d'aller vers l'autre finalement. Alors tu te baladais avec ton petit appareil photo un peu partout, tu prenais des clichés des uns des autres. Comment tu le vivais ça s'est fait sous quel angle ? Oui, alors c'était à l'argentique à l'époque. Ouais. Mon père avait un appareil photo argentique que j'ai cassé d'ailleurs. Le pauvre. Et j'adorais la photo. Et j'ai su très vite, vers 9-10 ans, que c'était ça que je voulais faire. T'avais l'œil en fait, ce qu'on dit souvent que quand on fait de la photo, Ouais. faut aussi, il n'y a pas qu'appuyer sur un bouton, les gens oublient ça, il suffit pas d'avoir un appareil, il faut avoir aussi un œil et à travers tes œuvres, à travers tes photos, on voit bien que tu as ce qu'on dit souvent chez les photographes, cet œil. Oui, c'est l'œil, après moi je suis quelqu'un de très attentif, très très émotive. Je regarde le monde avec beaucoup d'émotion. Le moment où je capture l'instant, c'est que j'ai eu de l'émotion en le vivant et je me suis dit c'est là il faut le figer cette scène qui est en train de se dérouler devant mes yeux.
Ça se ressent à travers tes clichés, donc j'encourage les auditeurs et auditrices qui nous écoutent de regarder, de prendre le temps de voir tes ouvrages qui sont superbes. Tu aurais pu rester aussi complètement dans la photo, mais en fait tu t'es dit je vais m'orienter vers autre chose encore, c'est-à-dire la vidéo et la réalisation. C'est pas tout à fait les mêmes métiers. Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette direction ? Moi, j'ai toujours été passionnée de cinéma, d'images animées. Et finalement, bon, c'est lié. C'est voilà, la photo, c'est de l'image. Voilà, il y a une image, on raconte une histoire avec une image. Et la vidéo, on déroule. Et c'est une autre, voilà, c'est d'autres techniques, mais ça permet de rentrer un peu plus en profondeur et d'exprimer un peu plus précisément ce qu'on a dans la tête finalement. Parce qu'une photo, on va dire, c'est de l'art. Chacun peut faire sa propre interprétation. Alors que l'image, c'est un peu plus objectif, on va dire. Et c'est vrai qu'à l'heure du numérique, les appareils photo filmaient aussi, donc ça a été très facile de s'essayer à la vidéo une fois qu'on est passé au numérique. Alors justement, tu passes d'une technique un peu figée à une technique qui bouge, mais tu viens de le dire, c'est de la technique, tout ça. Mais en fait, toi, tu as un métier, tu as été encore plus loin, puisqu'il faut réaliser et filmer, tout le monde peut filmer, mais après, il faut concevoir le scénario, il faut concevoir. Et ça, c'est un autre métier d'être réalisatrice. Oui, on raconte une histoire, donc il faut raconter une histoire. Et effectivement, on peut avoir... moi, j'ai eu un bon exercice, c'est-à-dire que pendant cette aventure que j'ai vécue aux quatre coins du monde avec TV5 Monde et Voyage TV, c'était sur la diplomatie, cette première série, et c'était sur les diplomates. Donc, en collaboration avec le Quai d'Orsay, et donc on nous envoyait dans un pays, on devait parler un peu, finalement, le documentaire de 52 minutes sur chaque pays devait un peu expliquer tous les métiers qui gravitaient autour de la diplomatie, et donc souvent dans ces milieux-là, c'est très compliqué de décrire à l'avance ce qui va se passer parce qu'il y a une sorte de confiance qui doit se créer avec l'ambassadeur et ses équipes. Et donc, souvent, on savait déjà, on avait une trame avant de partir dans le pays, mais une fois qu'on arrivait dans le pays et qu'on avait une réunion de préparation avec l'ambassadeur, c'est là où on construisait le film. Donc, on construisait le film au fur et à mesure, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des reportages et documentaires aujourd'hui. Tout est écrit à l'avance. Donc c'était une bonne école dans le sens où voilà, qu'est-ce qu'on nous offre ? On a 3 semaines pour monter un 52 minutes et raconter une histoire. Donc et ça, je trouve que ça a été la meilleure école pour moi en tant qu'assistante réal et chef op. Nous on était 2 à chaque fois. J'ai appris le métier sur le tard en fait. Oui, c'est bien parce que tu parles de métier et effectivement, il faut le dire à toutes ces personnes, tous ces jeunes qui vont vouloir s'engager dans ces carrières-là. Il n'y a pas que de l'œil derrière la caméra, il y a tout le travail qu'on voit pas, qui est le travail de l'ombre, qui est, que ce soit pour un photographe ou pour un vidéaste. L'idée, c'est de raconter cette histoire et donc il faut vraiment travailler en amont. Et c'est un peu le message, je suis content que tu puisses nous le faire passer. Mais de là... Oui, et l'émotion. Oui, l'émotion, c'est ça, tout à fait. Parce que quand on raconte une histoire, il y a aussi on va dire qu'on est un peu chef d'orchestre de l'émotion qui va dégager de cette histoire. C'est-à-dire qu'il faut savoir donner, du rire, des larmes, etc. à différents moments de l'histoire, ce qui va rythmer et emporter finalement le spectateur dans votre histoire. Et tu t'es pas arrêté Donc là. tout est une question d'émotion finalement. C'est ça, mais toi tu t'es pas arrêté là puisqu'en fait tu sais aussi engager pour l'aspect féminin aussi parce que tu t'es dit il y a des choses à faire du côté des femmes par rapport à la visibilité qu'il y a un peu de manque et particulièrement dans le sport. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es passé de ton premier statut, donc tu as appris le métier mais tu t'es dit je vais mettre ça un peu au service aussi des femmes? En fait, alors moi j'ai toujours été un peu militante, on va dire, sur la place des femmes dans la société. Et en fait, c'est un peu par hasard. Moi, j'ai toujours été passionnée de sport. J'ai fait beaucoup de sport. Je viens d'une famille qui consommait beaucoup de sport. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un hasard. C'est juste que j'ai un ami qui travaillait à la Fédé de football qui m'a dit en 2013, il y a un truc qui se prépare. C'est les 24 heures du sport féminin. Je pense que ça va t'intéresser. Et donc il m'a donné les coordonnées de Laura Flessel, qui m'a expliqué un peu ce qui se tramait. Parce qu'effectivement, on s'apercevait qu'il n'y avait pas assez il y avait 0,8% de sport féminin qui était retransmis à la télé. Et moi, j'ai vu les chiffres, j'ai dit, ah ouais,
c'est quoi ce bordel? J'ai dit 0,8 et j'ai dit effectivement c'est vrai qu'on n'en envoie pas beaucoup et en plus moi ça m'avait pas tant choqué que ça avant qu'on m'en parle et c'est quand on m'en a parlé que ça m'a choqué et je me suis dit ah ouais il y a un truc et donc ça m'a intriguée et en fait j'ai découvert qu'il y avait plein d'équipes de France féminines de manière ingénue. C'est vrai que comme on n'entend pas parler, on pense qu'elles n'existent pas, quoi, qu'on se pose même pas la question. Voilà, donc moi j'étais choquée et je me suis dit, il faut qu'on les voit en fait. C'est pas normal. Donc j'ai mon côté cap de justicière Superwoman. qui s'est dit, il y a un truc à faire là, il y a un truc. Alors j'ai compris vite qu'il y avait pas beaucoup d'argent, mais pour moi c'était pas un problème parce que c'est le sens que je donne à mon métier le plus important et les histoires qu'on va raconter et l'injustice qu'on va un peu effacer en racontant ces histoires finalement. Alors tu veux raconter des belles histoires et il y en a une très grande qui arrive en 2024 avec ces fameux Jeux Olympiques qui se passent à Paris. Pour toi c'est du pain béni et tu te dis j'ai envie d'écrire un livre sur nos championnes finalement. Est-ce que on va faire un petit focus là-dessus? Ce livre s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, Championnes et ce sont les Françaises aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Un véritable plongeon dans l'histoire et les coulisses du sport féminin. Qu'est-ce que les lectrices et les lecteurs vont découvrir dans ce livre que tu as lancé déjà depuis 2024 mais qui raconte une superbe histoire à travers des championnes extraordinaires? Déjà, c'est un travail de 3 ans, hein, parce que j'ai fait une 60aine d'interviews, donc beaucoup chez les sportives, etc. J'ai fait un travail de recherche avant de savoir de qui j'allais parler. Et mon désir, c'était vraiment de parler de toutes, pas seulement de celles qui gagnent finalement, parce que souvent quand on achète des livres, c'est toujours les médailles d'or, celles qui ont gagné, c'est toujours celles qui ont gagné ou ceux qui ont gagné. Et je trouve injuste parce que déjà d'arriver aux Jeux olympiques et paralympiques, tout le monde n'arrive pas aux Jeux olympiques et paralympiques, hein. Donc déjà il y a une histoire. Donc j'avais envie de raconter vraiment des histoires vraiment qui m'ont touchée et peu importe si elles ont gagné ou pas. Donc là, on en a gardé 42 histoires de championnes à travers les temps, donc qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et vraiment, c'est une histoire de rencontres ou d'émotions face à leurs histoires finalement. Et comment ça s'est passé la rencontre avec ces championnes? Tu les as rencontrées, tu as fait partie. Quel est l'accueil finalement que tu as reçu par rapport à ta demande? Il y en a beaucoup qui étaient, comment dirais-je, très surprises que je les contacte, qui n'avaient jamais été interviewées, etc. Donc j'ai eu quand même, et je me suis dit ah ouais, on revient de loin quoi. Il y en a certaines que j'avais déjà rencontrées par mon métier. Donc voilà. Ensuite, il y en a certaines que j'ai contactées sur Instagram, Facebook, etc. ou par mail. J'ai cherché partout sur Internet les coordonnées et quand je trouvais pas, je demandais à des gens que je connaissais de fédérations ou des amis qui sont dans le sport, des contacts. Donc j'ai réussi à avoir des contacts par ce biais aussi. Et puis voilà. Et puis après, c'est sûr que il y en avait pas mal, mais il fallait faire des choix aussi. Est-ce que justement dans ton livre, pour donner un petit peu aux auditeurs, auditrices, des idées, quelques exemples que tu as dans ton livre? Béatrice S, par exemple, qui est quand même, elle a eu 20 médailles aux Jeux paralympiques, c'est une star. Alors, il faut préciser que Béatrice S, c'était en natation, pour les auditeurs. Oui, paranatation, bien sûr. Ouais. Paranatation, Béatrice S, donc je suis allée chez elle à Colmar. Ouais. J'ai rencontré sa famille et tout, quoi. Je veux dire, quand on raconte les histoires des sportives, on raconte leurs histoires, donc on va dans leur intimité finalement, et parfois on est carrément chez eux, quoi, chez eux où ils vivent, et donc il y a quelque chose de particulier qui se crée. Et donc oui, Béatrice S, je pourrais parler de Laura Georges, Marie-Josée Pérec. Alors, il y a certaines personnes, j'ai pas pu avoir leurs interviews exclusives, on va dire, mais je me suis beaucoup documentée et j'ai lu beaucoup d'articles, des livres, etc. pour pouvoir raconter un peu leur histoire. Sarah Ouramoun, qui est une amie en boxe, Mélina Robert-Michon, qui était à sa 7e participation aux Jeux Olympiques à Paris 2024, comme tout Kam Sangfu qui est en para-tennis de table. Alors oui, Mélina Robert-Michon, c'est du lancer,
Après voilà, il y en a plein. Hein. On parle de Chloé Trespeuch en snow, de Marie-Amélie Le Fur en para-athlétisme, et puis des plus anciennes comme Lenglen en tennis en 1920. Voilà, il y a tout un tas de J'ai vu personnes. Colette Besson, tu as fait un beau sujet. Colette sur Besson, qui était quand même oui. une star à son époque, cette femme qui a gagné aux Jeux Olympiques une course extraordinaire qui restera dans les mémoires de tous les anciens. Donc ça, c'est un beau témoignage. Et effectivement, tu as aussi choisi des signatures prestigieuses en ouverture de ce livre. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça aussi, ça touche quand on voit que des personnalités se sont intéressées à ton livre, championne. Oui, la préface a été écrite par Laurent Luyat. Laurent Luyat qui est l'auteur sport de mon éditeur, Ramsey. C'est son éditeur depuis 10 ans. Il raconte le sport. Et quand mon éditeur, Olivier Reitz, quand on s'est rencontrés à mon retour de Tour du Monde, il m'a dit « Je veux te publier, propose-moi des sujets ». Donc moi, j'ai proposé la diplomatie, et puisque je revenais de Tour du Monde diplomatique, et le sport féminin. Et donc, il m'a dit, moi, le sport féminin, ça m'intéresse. À toi de choisir l'angle. Mais il me dit, voilà, j'aimerais bien développer ça parce qu'on travaille déjà avec Laurent Luyat. Donc, voilà, pour nous, c'était évident que ça soit une préface de Laurent Luyat. Et concernant les avant-propos de tout, comme Kassong-Fu et Mélina Romer-Michon, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup. Tout, c'est une amitié qui est née aussi d'une interview, et ces deux personnes qui à la fois, moi je voulais vraiment que le côté paralympique et olympique soient au même niveau, c'est pour ça que j'ai choisi deux avant-propos de Tout et de Mélina, et c'est deux personnes qui allaient sur leur 7e participation aux Jeux olympiques et paralympiques l'année dernière. Donc elles avaient toutes les deux la même histoire entre guillemets sur les Jeux. Donc voilà, donc je leur ai demandé, et elles ont été adorables, et elles ont accepté tout de suite. Dans toutes les rencontres que tu as fait ou ces récits, est-ce que tu as une anecdote à nous donner qui t'a, toi, particulièrement marqué au cours de ces 3 années de travail? Moi, j'ai été... elles m'ont toutes touchée, forcément, les histoires. Mais je pense qu'il y en avait une qui m'avait particulièrement touchée, c'est l'histoire d'Erika Sozo, qui a été médaillée en 2020 en para-aviron, et qui est passée, qui est une enfant qui a été abandonnée par ses parents à l'âge de 8 mois, qui a fait beaucoup de foyers, beaucoup de familles d'accueil, où voilà, ça s'est très mal passé, qui a eu un accident tragique où elle a perdu pendant un moment l'usage de ses jambes, elle s'est fait renverser par un bus, etc. Donc la vie n'était pas très cool avec elle. Elle voit sur Facebook plus tard une publication qui dit la relève, le comité paralympique effectue lance un événement qui s'appelle la relève pour justement trouver les champions de demain. Donc par des comment dirais-je, ils font pas mal d'exercices physiques, etc. Donc ils regardent un peu les compétences des personnes, et ils voient sur quel sport ils pourraient les diriger. Et donc elle voit, en plus elle était trop vieille pour y aller, mais elle s'est dit j'y vais, c'est pas grave, je tente ma chance. Elle y est allée, et donc on lui a dit tiens, on te verrait bien en para-aviron. Elle, ça ne lui plaisait pas du tout parce qu'elle aimait pas trop l'eau, mais elle y est allée, et quelques mois après avoir commencé son sport, elle décroche une médaille à Tokyo. Donc si ça c'est pas des belles histoires, c'est superbe histoire. Merci. Alors c'est très très beau. Je pense que moi j'adore ce genre d'histoire à raconter, parce que en même temps ça met en valeur ce que l'humain est capable de faire, et ça c'est extraordinaire. Quel est ton souhait quand tu as écrit ce livre aussi? Quel est ton souhait pour les personnes qui vont le lire? À quoi tu penses en te disant j'écris ça et j'envoie en fait finalement un beau message? Ce qui est important, c'est d'avoir des rôles modèles. Et dans toutes ces histoires qui sont totalement différentes, des personnes qui viennent de milieux aisés, d'autres pas aisés, enfin bon, de toute culture, etc., c'est de montrer finalement au grand public que tout est possible en fait, et à tout âge, et que on peut chacun se reconnaître dans une histoire, et de se dire que même un accident de la vie, même des étapes compliquées dans la vie, la vie elle n'est pas insurmontable, et
il y a toujours des perspectives et de l'espoir finalement. Merci Marie pour ce témoignage poignant et passionnant. C'est un plaisir de te recevoir. À travers ton parcours, ton ouvrage Championne, tu nous rappelles que derrière chaque médaille, chaque performance, il y a des femmes inspirantes, pionnières ou contemporaines qui méritent d'être reconnues et célébrées. Ton travail contribue à écrire une histoire du sport plus juste et plus complète, où les championnes olympiques et paralympiques trouvent enfin la place qu'elles méritent. Nous invitons bien sûr tous nos auditrices et auditeurs à découvrir Championne, les Françaises aux Jeux olympiques et paralympiques, un livre qui allie mémoire, émotion et inspiration, à retrouver dans toutes les librairies ou en ligne via les éditions Ramsay ou la Fnac, Cultura, etc. Je crois que c'est ça, Marie. Donc l'information est bonne. Il est toujours en distribution. Elle est bonne. Elle est bonne. En tout cas, un grand merci à toi, Marie. C'est un plaisir de passer un petit peu de temps avec toi, que tu nous ramènes un peu ces émotions. On en a bien besoin en ce moment. Plaisir partagé, Laurent. À très bientôt, Marie. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 123e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Michel Guilloux, Gérard Barthes, Myriam Amar-Wali, Marie Lopez Vivanco. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et votre passion. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. C'est vous notre moteur. On a besoin de vous par rapport à ce retour. Merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenette, l'agence de communication Bel Ombra avec Bruno Hamet et Dialogue Sport. Vous aimez Et si on parlait de sport? Passez de l'autre côté du micro et devenez vous aussi membre ou supporter de l'association. Parce que Et si on parle de sport, ce n'est pas qu'une mission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ces acteurs, à raconter ces belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport?